L'échiquier international, bienvenue. Les agressions de l'occupant sioniste lancé cette news environ de 1h du matin, ciblant le camp de réfugiés de Jenin dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une agression à grande échelle, en tout cas depuis 2005, c'est-à-dire la seconde intifada. Le bilan provisoire est déjà lourd, au moins 10 morts et plusieurs blessés. Une agression de grande ampleur, en effet, au vu des moyens utilisés. Hélicoptères Apache, drones tueurs et une soldatesque de 1000 hommes, sans parler de pelleteuses blindées et tracteurs détruisants. Tout ce qui est susceptible d'être debout au sein d'un camp d'une densité importante. La présidence palestinienne parle, elle, de crimes de guerre et on appelle à une grève généralisée dans toute la Palestine occupée. Frappe sur Jenin, du jamais vu depuis 20 ans. Est-on à la veille d'une escalade généralisée? Pourquoi l'occupant redouble de violence maintenant? Est-ce pour voiler une entité théocratico-militaire sioniste gangrénée par une crise interne profonde et insoluble? Voilà à peu près le menu des échanges ce soir, c'est tout de suite. La tension, l'a dit, est montée d'un cran en Cisjordanie occupée la nuit dernière avec une nouvelle menée de l'occupant sioniste. L'onde de choc est telle qu'on craint une troisième intifada. Pour en parler des tenants et des aboutissants éventuels de ces offensives d'une rare violence, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds, Amjad Chihab. Bonsoir monsieur. Bonsoir pour tous les téléspectateurs et pour votre invité, notre cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rejoint par François Deroche. François Deroche, président de l'association Justice et Droit sans frontières et avocat également au barreau de Lyon. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je ne suis pas avocat, je suis président d'une association et je suis expert judiciaire. En tout cas, bonjour à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité, Amjad Chihab, qui pour moi reste une référence dans la transmission exacte de l'information de ce qui se passe en Palestine. Eh bien, ça tombe bien puisque vous allez échanger ce soir. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, un rapide rappel des faits s'impose. On regarde. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les forces d'occupation sionistes ont mené une agression à grande échelle par voie terrestre et aérienne sur plusieurs villes du territoire palestinien occupé. À l'aide de drones et de missiles, les avions de combat sionistes ont ciblé plusieurs sites dans le camp de réfugiés de Jenin et sa périphérie, ôtant la vie à plusieurs Palestiniens et blessant grièvement des dizaines d'autres. Sur terre, des bulldozers accompagnés d'une centaine de véhicules blindés ont encerclé le camp de réfugiés de la ville et ont fermé tous les accès, empêchant les ambulances d'évacuer les blessés. Du côté de Ramallah, des protestations contre les agressions de Jenin ont tourné à la catastrophe après l'assassinat d'un jeune Palestinien d'une balle à la tête. Suite à cette vague de violence, la Palestine ferme ses rideaux et se met en grève en hommage aux martyrs. Le mouvement palestinien du djihad islamique a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi. Le porte-parole de la présidence palestinienne s'est également exprimé à ce sujet. Nabil Abu Rodeina a fermement condamné le raid sioniste sur la ville de Jenin, appelant la communauté internationale à rompre son silence honteux et à prendre des mesures sérieuses pour contraindre l'entité sioniste à assumer ses responsabilités face à ce nouveau crime de guerre. Voilà pour ce qui est d'un récapitulatif des faits signé Nariman Zeka. Alors, première question qui s'adressera à vous, Amjad Chihab. En tant que Palestinien, livrez-nous d'abord votre état d'esprit après le déchaînement de violence contre Jenin de la nuit dernière. On déplore au moins 10 morts et au moins une centaine de blessés. Jenin, c'est devenu la ville avec le camp de réfugiés, le capital de la résistance palestinienne en Cisjordanie. Jenin est devenu le symbole de la dignité palestinienne. Jenin, c'est le camp de réfugiés qui normalement, avec la ville, ne dépasse pas 1 km². On parle de camp de réfugiés qui est complètement encerclé par l'armée israélienne. On parle de 460 m². Jenin, pour nous, c'est devenu un miracle.
Jenin a réussi à développer avec des usines des fabriqués de bombes, d'explosifs pour faire face à des voitures blindées utilisées par l'armée israélienne pour les insertions, pour liquider dans des listes et préparer des Palestiniens armés, des groupes armés, malgré toutes les insertions qui étaient utilisées pour liquider les responsables, les organisateurs de ces groupes de résistance militaire palestinienne contre l'occupation israélienne. Toutes ces tentatives n'ont pas réussi. Les Jenin a réussi à continuer à se développer la capacité de faire face à cette occupation. Avec le problème interne du gouvernement d'extrême droite israélien, il y a eu beaucoup de pression de faire une grande offensive de grandes figures contre le camp de réfugiés, contre les hommes armés palestiniens de cette ville. Et c'est demande depuis plus d'un an. Et il y a beaucoup de pression pour qu'il y aura une grande opération militaire contre les hommes armés de cette ville. Aujourd'hui, apparemment, il y a 10 jours, ils ont décidé de faire cette offensive contre cette ville. On va en parler. Avec toutes les capacités militaires, il n'y a pas de comparaison entre des dizaines de Palestiniens, des jeunes armés juste des pistolets, armés des M16, armés des bombes, d'explosifs, des fabrications artisanales, contre une armée les plus développées au Proche-Orient, contre une force militaire de blindés, des chars, des unités spéciales, etc. Malgré tout ça, ils n'ont pas réussi aujourd'hui à atteindre leur objectif. Ils demandent une prolongation encore de cette opération pour essayer d'atteindre l'objectif, surtout de liquider physiquement d'une façon extrajudiciaire les Palestiniens armés et pour chercher à éteindre la résistance palestinienne en Cisjordanie. Il y a des bombardements Amjad Chihab, aériens et une invasion terrestre, a déclaré Mahmoud Al-Saadi, directeur du Croissant Rouge palestinien à Jenin. Qu'en est-il à présent? Est-ce que les opérations contre Jenin ont toujours cours? Oui, l'occupation prétend qu'il y a des hommes armés dans la mosquée. Ils sont en train de frapper la mosquée dans le camp de réfugiés. Il y a d'autres endroits. Ils n'ont pas réussi à entrer par la voie terrestre, entrer et liquider les résistants armés d'un certain côté. Ils ont décidé d'utiliser les avions et bombarder par ces avions contre ces groupes qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas réussi à leur arriver à leur arrêter ou à leur tuer. Ils ont décidé d'utiliser tous les moyens, comme ils ont fait en 2002. En 2002, ils ont effacé complètement les camps de réfugiés de Jenin. Ils ont utilisé les avions à l'époque, les avions F-16 contre cette camp de réfugiés. Ce camp de réfugiés, il présente un problème majeur dans le souvenir, même actuellement, de la symbole de la résistance en Cisjordanie contre l'état d'occupation en Cisjordanie. François Deroche, alors quand on entend Amjad Chihab qui nous dit que malgré l'occupation, malgré les bombardements, Jenin est plus vivante que jamais, mais nous autres, par exemple, je parle des observateurs en général, on pressentait depuis des jours que quelque chose allait se produire à Jenin. Il y a quelques semaines, des hélicoptères Apache avaient déjà opéré des raids. Le camp de Jenin se doutait qu'une opération le ciblant, qui était une opération en préparation. Bien sûr. Vous savez, depuis, comme l'a rappelé votre invité, Amjad Chihab, depuis avril 2002 et ce massacre horrible, Jenin reste pour l'État israélien la bête noire, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dompter, comme ils ont réussi à dompter quelques
quelques villes, même s'il y a une résistance, ils n'ont pas réussi à mettre la main mise sur Jenin. Donc aujourd'hui, je pourrais dire, enfin, à chaque fois qu'ils font des incursions comme ça, toujours on a une dizaine de morts, une vingtaine de morts, et quelquefois des centaines de blessés. Donc, mais je dirais maintenant, ça suffit. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant ces vies qui sont parties gratuitement, qui sont ces Palestiniens, ces Palestiniennes qui sont morts avec cette opération. Et puis dire que d'autres, de toute façon, Palestiniens continuent d'être tués à mesure que les raids israéliens deviennent plus fréquents, surtout sur Jenin. Et plus les raids sont fréquents, j'ai remarqué, plus la résistance palestinienne, et notamment à Jenin, elle est étendue au-delà de les limites d'ailleurs. Elle s'est étendue au-delà des limites de Jenin aux colonies juives illégales voisines. Rappelons-le, ce sont des colonies illégales qui étaient et surtout au point de contrôle israélien. Et puis surtout, il est de notoriété publique que le nombre de Palestiniens qu'Israël accuse de mener des opérations contre ses soldats et ses colons sont originaires de Jenin. Donc ça crée une certaine rage auprès des Israéliens contre cette ville qui fabrique des héros, qui fabrique des résistants. Et puis, je voudrais revenir parce que tout à l'heure, en écoutant une chaîne de télévision, il y avait un responsable israélien qui disait que c'est de l'autodéfense. Je pense que les Israéliens peuvent vouloir, s'ils le souhaitent, considérer leur violence, leur atrocité en Palestine comme l'autodéfense, mais c'est tout simplement totalement faux. Il faut répliquer à cela. François Deroche, justement, je voulais vous poser une question allant dans ce sens. On rappelle que les bombardements à Jenin ont été dénoncés par l'Algérie via son ministère des Affaires étrangères, mais la ville de Jenin, située dans le nord de la Cisjordanie, avec un camp de réfugiés, lequel est régulièrement la cible de bombardements. Jenin, qui est sous le contrôle de l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, mais il y a des points d'accointance avec d'autres factions palestiniennes comme le djihad islamique, via un communiqué qui prévenait d'ailleurs que toutes les options étaient sur la table. D'ailleurs, il y a un bureau politique et militaire qui s'est réuni où il y avait l'ensemble des courants palestiniens qui discutent de l'urgence et des options à mettre en place pour contrer ces exactions. Donc il y a une solidarité qui se tisse entre les branches politiques palestiniennes, même rivales. Cela pourrait peut-être expliquer l'acharnement sioniste contre Jenin, cette solidarité transcourant palestinien. On pourrait dire depuis le sommet d'Alger, il y a eu ce rapprochement entre les factions palestiniennes, mais aujourd'hui Israël considère que ces mouvements, ce sont des mouvements terroristes. Je voudrais quand même rappeler que les mouvements de résistance n'ont jamais été des mouvements terroristes. Les mouvements de résistance, la résistance, elle est légitime. Quand le général de Gaulle défendait la France, était terroriste auprès des Allemands, mais il était héros auprès des Français. Donc le terrorisme, c'est une définition politique. Et je voudrais également dire un occupant militaire, que ce soit en Palestine ou ailleurs d'ailleurs, ne peut pas par définition juridique stricte être en état de légitime défense. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, ça peut s'appliquer aux nations souveraines, ce concept de légitime défense qui tente de se défendre contre des menaces de l'intérieur ou de l'extérieur, de frontières internationalement reconnues. Or, les frontières aujourd'hui en Israël ne sont pas internationalement reconnues. D'ailleurs, en tout cas, le premier qui ne les respecte pas, c'est bien Israël. Et puis, non seulement Israël est défini par la communauté internationale et le droit comme une puissance occupante, et ça tout le monde s'accorde à le dire, il est également tenu de veiller comme dire, il faut absolument que, comme l'a déclaré récemment le secrétaire général des Nations Unies le 20 juin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il a dit c'est une puissance occupante et veiller à ce que la population civile soit protégée contre tous les actes de violence. Or, aujourd'hui, que fait l'armée israélienne? Et je voudrais me mettre à la place des enfants
des enfants et des petites filles et des petits garçons qui quand ils dorment, parce que c'est une opération lâche, ils viennent avec des apaches, avec du matériel lourd, avec des enfants qui sont terrorisés. Mettez-vous dans la tête des enfants qui se réveillent. On va en parler. Juste, professeur Amjad Chihab, cette fois-ci, je voudrais m'adresser aux spécialistes des relations internationales. On l'a observé, la diplomatie palestinienne a fait parler d'elle depuis quelques semaines. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Mahmoud Abbas il y a quelques jours, où le président russe a parlé de liens renforcés. La Chine a également signé un partenariat stratégique avec l'autorité palestinienne. Et est-ce qu'on peut dire ou analyser que cette violence vient à un moment où la Palestine commençait à enregistrer des points au niveau diplomatique, au niveau mondial? Il y a un retour de la diplomatie palestinienne sur l'échiquier mondial, au sein des chancelleries occidentales. Non, je pense c'est pas la raison. Non. Déjà, la ville de Jenin, ou le camp de réfugiés de Jenin, n'est pas sous le contrôle de l'autorité palestinienne, au moins sur les niveaux sécuritaires. Et en termes symboliques, je parle surtout en termes de symboles. En termes symboliques, il y a un problème majeur. Jenin, aujourd'hui, elle lutte seule. Elle est seule devant la force d'occupation israélienne, malheureusement. Et ça, c'est un problématique aussi, malgré que la majorité du peuple palestinien soutienne la majorité absolue, soutiennent la résistance militaire contre l'occupation, mais il y a d'autres points de vue qui demandent de chercher les voies diplomatiques et négocier. Il y a un espoir parce qu'Israël a une force militaire pour eux, et qu'on ne peut pas gagner contre cette capacité de frappe, des matériels. Ils ont les chars, ils ont les avions très modernes, etc., etc. Les efforts diplomatiques sont pour la Chine ou pour la Russie. Et comme vous le savez, la cause palestinienne, c'est une cause importante dans le monde arabe et dans le monde islamique. Et les Chinois et les Russes ils essayent de s'approcher, surtout avec les conflits internationaux qui posent la Russie contre l'Ukraine et la coalition contre la Russie qui se développe. Il y a 45 États contre la Russie. La cause palestinienne, c'est important, mais malheureusement, ni la Russie ni la Chine, ils ont pris des décisions pour soutenir d'une capacité au moins sur le niveau diplomatique, au moins pour faire la pression, pour arrêter le développement de colonies dans le territoire palestinien, arrêter par exemple les agressions de colons dans les villes ou les villages palestiniens, qui est devenu insupportable et qui est devenu que des agressions quotidiennes, et il n'y a aucun colon qui était arrêté ou condamné par ces crimes. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des voitures qui étaient brûlées, il y a des maisons qui étaient brûlées, et même la Commission européenne et le président de la Commission européenne dans les territoires palestiniens, il a traité les colons de terroristes. C'était la première fois avec une violence verbale. Et on n'a jamais vu, quand on l'a vu, les dégâts énormes. Mais malheureusement, sur le niveau politique, même ce soir, il y a eu une déclaration du gouvernement israélien qui disait qu'on n'a pas de pression internationale contre nous pour qu'on arrête l'opération contre Jenin. Ça montre que les efforts internationaux, surtout les pressions politiques et diplomatiques contre l'État d'occupation, qui était auparavant, qui était fort et qui faisait des efforts pour arrêter certaines agressions. Malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti, qu'Israël arrête, que la force d'occupation arrête cette opération contre cette camp de réfugiés et contre les civils. Et le bombardement, il y a les 10 martyrs aujourd'hui. On parle de plus de centaines de blessés, et en majorité sont des civils. Ils faisaient pas partie du groupe de la résistance militaire palestinienne. François Doroche, alors il y a toute une kyrielle d'entreprises sionistes dans le domaine sécuritaire, de l'armement, de la surveillance, des logiciels pirates comme le fameux Pegasus,
qui sont une partie prenante de l'économie sioniste qui est liée grosso modo à la guerre. Et dès qu'il y a des opérations militaires comme celle de Jenin, on remarque que les actions boursières de ces entreprises dégagent des dividendes. Donc tout ça pour dire que l'économie sioniste est non seulement imbriquée à la guerre, mais également est condamnée à la faire. C'est-à-dire l'entité sioniste a un projet qui est complètement lié aux violences vis-à-vis des Palestiniens. Absolument, je vais répondre à votre question, mais tout à l'heure, je voudrais insister sur le meurtre des enfants. Vous m'avez arrêté. Donc, c'est vraiment très important parce que la communauté internationale, aujourd'hui, tout le monde s'émeut, sautille sur sa chaise en disant « Or, nous avons des enfants qui meurent, des Palestiniens qui meurent tous les jours. » Surtout, alors sur les 10 morts, je ne sais pas combien d'enfants, mais aujourd'hui, je voudrais dire que ça suffit. Il faut que ce massacre d'enfants puisse être connu par le monde entier parce que ça pourrait peut-être réveiller les bonnes volontés et notamment aux Nations Unies. Alors maintenant, effectivement, concernant les entreprises israéliennes, notamment en matière de sécurité, en matière de surveillance, effectivement, sont liées intimement à ce que vend quelque part, si vous voulez, le laboratoire de ce matériel, il est testé sur place avec ce conflit contre ces Palestiniens. Comme si les Palestiniens étaient pris pour des cobayes pour développer ce qu'on appelle l'armement de guerre, l'armement des surveillances et cette misérable puissance militaire israélienne. Aujourd'hui, je pourrais dire que la montée en puissance des Palestiniens doit inquiéter de toute manière ceux qui veulent maintenir le statu quo. Le statu quo, peut-être aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, M. Amjad Jihad nous a dit qu'il n'était pas sous le contrôle de l'autorité palestinienne. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le Jenin arrive à résister. Parce que malheureusement, j'ai remarqué, c'est que quand il y a l'autorité palestinienne dans une ville, quelquefois ils font ce qu'on appelle de l'arrangement avec les Israéliens et quelquefois ils livrent les responsables, ceux qui veulent défendre ces territoires aux autorités israéliennes. Ça, c'est regrettable. François Deroche, justement, il faudrait qu'on avance. Le temps nous est compté. Amjad Chihab, dans la foulée de ce que vient d'être dit par François Deroche, on se rappelle de la crise du système judiciaire qui a entaché le gouvernement de Netanyahou, qui met le doigt sur une entité sioniste morcelée. Plus que jamais, on a même vu des agents du Mossad et des pilotes militaires faire grève, c'était du jamais vu, sans parler de l'antagonisme profond entre les religieux et les laïcs, avec une cohabitation devenue impossible. Est-ce que la société sioniste se sert, par exemple, des événements de Jenin pour masquer, au fond, une lente déliquescence d'un projet sociétal ? À chaque fois qu'il y a un problème interne israélien, les gouvernements se dirigent contre les Palestiniens et il fait des massacres. Mais le sang palestinien fait regrouper les partis politiques et la population, surtout la population de droite ou d'extrême droite. Ils se réunissent parce qu'ils présentent les Palestiniens comme une menace extérieure. Ils vivent depuis la création de la unité sioniste, ils vivent avec une menace extérieure. Même s'il n'existe pas cette menace, et ils vont l'inventer pour unifier cette population qui est venue un peu partout du monde. Ils ont un problème interne sur la réforme judiciaire. Il y a une montée de sionisme religieux face au sionisme laïque. Le sionisme laïque, ils ont fondé, selon eux, ils ont fondé l'État sionisme en 1948, ils ont fait tout l'impossible pour le faire. Maintenant, la montée du sionisme religieux, il voulait contrôler toutes les postes importants dans cet État, et à chaque fois que cette crise continue, il se dirige contre deux objectifs. Le premier objectif, c'est la mosquée de l'Aqsa, les symboles de
importance de la cause palestinienne, c'est parce que c'est le troisième lieu saint dans l'islam et tout ce qui présente la mosquée de l'importance de ça. Et la deuxième chose, c'est la résistance palestinienne. Ils voulaient montrer des victoires contre les Palestiniens et montrer aussi qu'ils ont réussi selon leur mythe, à refonder le temple de Salomon, etc. Et à chaque fois, ils ont une crise interne, ils se dirigent sur les deux objectifs. Ils commencent à faire des agressions contre la mosquée. François Deroche, vous avez le mot de la fin. Est-ce qu'on va vers une troisième intifada, rapidement, s'il vous plaît? Je pense qu'on va tout juste vers une intifada. Je pense également que la prochaine intifada, elle sera armée, elle sera unitaire, elle sera populaire, et je pense qu'elle aura également des conséquences trop difficiles à évaluer. Et je voudrais également dire, et je termine avec rapidement, ça, s'il vous plaît, que si le soulèvement est un cri contre l'injustice sous toutes ses formes en Palestine, des Palestiniens, pour des gens comme Ben Gvir, la violence est une stratégie vers l'expansion des colonies, le nettoyage ethnique et la guerre civile en Palestine. Voilà, ça, c'est inacceptable. Parfait, c'est entendu. Ça sera le mot de la fin, signé François Deroche, président de l'ONG Justice et Paix sans frontières. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également au professeur Mjed Chehab de nous avoir accompagnés pour ce numéro de l'Échiquier international. Merci de nous avoir suivis, vous, téléspectateurs. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain.